Je suis rentrée, je me suis couchée, il devait être 3-4 heures du matin. Et le lendemain, impossible de me lever. Et ma mère, elle est arrivée, elle m'a vue, elle m'a dit on descend tout de suite aux urgences. Et en fait, il s'était avéré que je me suis fracturé 2 cervicales, 2 vertèbres du dos, commotion, vu que c'est l'épaule. T'as des rêves, va au bout de tes rêves et puis donne-toi les moyens et puis tu regardes pas le regard des autres. Eh bien écoute, salut Manon, bienvenue sur le podcast. Salut Loïc. Ravi de t'avoir avec nous ce soir pour nous parler, entre autres, d'une discipline qu'on n'a pas encore eue sur le podcast. Donc j'ai hâte que tu nous partages un petit peu ton parcours, ce que tu trouves ce que tu as trouvé dans l'univers du snow, ce qui fait que tu continues, et puis que tu nous racontes un petit peu les différentes péripéties que tu as dû affronter et comment est-ce que tu en es ressorti. Donc, avec grand plaisir. J'ai hâte de pouvoir vous parler de mon sport, le snowboard cross, et de mon parcours. Eh bien écoute, je te propose de commencer par ça. Qui est Manon? D'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je m'appelle Manon Petit-Lenoir, donc je suis en équipe de France de snowboard cross sur le La circuit classe. du monde. J'ai 22 ans et je suis encore étudiante à l'université technique de commercialisation, donc je prépare un DUT. C'est ma dernière année et puis voilà ma petite vie quoi. Génial. Et ta vie en snowcross, enfin ton parcours. Alors déjà, peut-être pour commencer par ça, le snowcross, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le snowboard cross, donc c'est comme la motocross, s'il y en a qui connaissent. Le principe, c'est qu'on part à 4 ou à 6 dans le même parcours. Et c'est un parcours où on va retrouver des sauts, des virages, plein de mouvements de terrain. Donc c'est le snowboard, je sais pas si tout le monde connaît le snowboard. C'est comme le ski, donc c'est un sport sur la neige avec une pierre. Et non mais je précise parce que souvent quand je dis snowboard, les gens ils pensent que je fais du surf. Mais c'est Ah ouais, pas ok. et du coup, bah voilà, donc c'est une discipline assez fun à regarder, avec pas mal de contacts. Bon, le but, c'est pas d'avoir des contacts, mais avec pas mal de contacts et c'est assez télévisuel. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vachement dynamique en tout cas, pour l'avoir regardé plusieurs fois, des manches, etc. Ça bouge pas mal. C'est un principe assez simple, en fait. C'est vraiment les premiers qui arrivent en bas qui ont gagné. Ouais. Il y a pas de juge, c'est juste la vitesse et bien sûr passer au bon endroit, au bon endroit. Putain, j'arrive plus à parler. Et, et voilà. Donc t'as aucune pénalité si tu as un contact un peu fort ou je sais pas que tu coupes le tracé à quelqu'un, il y a vraiment zéro pénalité? Non, à part si vraiment c'est fait exprès et là Ouais. tu peux avoir un carton jaune ou te se faire disqualifier. Mais non, souvent ils disent ça s'appelle la start line, c'est tout le début, donc du départ à par exemple 100 ou 200 mètres jusqu'au premier virage. Là normalement t'as pas trop le droit de te décaler. Mais après ça dépend aussi de la piste, il y a des moments où t'es obligé, donc ça c'est pas un souci. Mais par contre ouais le but c'est pas d'aller au contact. Parce que déjà on perd de la vitesse en faisant ça, donc c'est pas productif. Mmh. Et puis c'est pas vraiment le jeu, quoi. C'est clair. Et par curiosité, il y a une longueur, enfin comment tu appelles ça d'ailleurs? Un circuit, un track, une descente? On appelle ça ouais un parcours. Un parcours? Non, il n'y a pas de longueur type, ça dépend. De plus en plus, ils font un peu des sprints, et là ça dure environ 30 secondes. Mais cette Ah année, ouais, par exemple, on a eu pas mal de parcours assez longs, 1 minute 20, 1 minute 15. Donc ça dépend vraiment du OK, parcours en fait. ouais, OK. Et comment est-ce que tu es tombé dans ce sport-là? Parce que moi j'ai l'impression que c'est un sport assez récent. Donc tu as grandi dans un environnement, tu as grandi en montagne ou comment ça s'est Oui, donc passé? j'ai grandi en montagne. J'étais entourée de personnes qui faisaient pas mal de sport et de ski et de snowboard. Du coup, j'ai commencé par le ski. Donc, maman, elle m'a dit, tu commences par le ski, tu passes toutes tes flèches, tes étoiles, et dès que tu auras un bon niveau, bah, tu pourras faire du snowboard. J'avais qu'une idée en tête, c'était de faire du snowboard comme mon frère et ma maman. Et du coup, bah, elle m'a dit, tu passes toutes tes flèches et tout, et après, tu y vas. Et du coup, bah, je me suis dépêchée de tout passer. Et c'est vers 7 ans, j'avais tout passé. Et je lui ai dit, c'est bon, je vais faire du sport maintenant. Et elle m'a dit, bah, allez, on t'inscrit. Il y avait un club à une demi-heure de chez moi. Donc, maman, elle faisait les allers-retours tous les jours. Enfin, 3 quarts d'heure même. Et du coup, donc, je suis allée m'entraîner dans ce club. Et au début, je faisais un peu toutes les disciplines. Donc, je faisais du géant. Donc, une porte bleue, une porte rouge. Et le but, c'est de faire juste des virages. Je faisais un peu des sauts, des figures, je faisais du snowboard cross et j'ai vraiment accroché pour le snowboard cross. J'aimais beaucoup être en contact direct avec les concurrents
Et Mmh. j'adore la compétition. Je vis que par ça. je, je me chronomètre quand je vide le lave-vaisselle, quoi. Plus maintenant, Sérieux? mais bon, je pouvais le faire, quoi. Du coup, ouais, vraiment, j'adore la compétition et vraiment, je me suis retrouvée à fond dans ce sport et depuis, bah, j'ai pas arrêté. Waouh, excellent. Et alors ça a été quoi les grandes étapes jusqu'à présent, en tout cas ouais, les courses et résultats dont tu es le plus fier, pour le moment sur ton parcours? Il y en a pas mal. Il y a des victoires qui sont plus belles aux yeux des personnes et des victoires qui sont plus jolies à mes yeux. Celle que les gens ils adorent dire, c'est les championnes olympiques jeunes. Ça, c'est Mmh. vraiment l'étape, c'est vraiment le podium que les gens ils adorent parce que, enfin, c'est Jeux olympiques et c'est grand, c'est beau. Après, il y a des victoires. Enfin, j'ai fait un podium en Coupe du Monde. Je me suis fait mal au genou en 2017, fin 2017, et il y avait les Jeux début 2018. Du coup, enfin, j'ai pas réussi à me qualifier au jeu avec un mal. J'avais super mal. Ma blessure n'était pas du tout soignée. Du coup, pendant les Jeux, je me suis réparée. Et je suis revenue juste après cette blessure et la déception des Jeux qui a été la pire de toute ma carrière, quoi. Et juste après ça, bah, j'ai réussi à me relever et je faisais mon premier podium en Coupe du Monde. Et du coup, bah, pour moi, c'est ce podium-là qui est le plus Mmh. gravé dans mon cœur parce que je sais que juste avant, j'étais dans le plus gros bas de ma carrière et que j'ai réussi à me relever super rapidement. Et puis, il y avait 50 personnes qui étaient venues me voir. Enfin, j'étais trop fière devant eux et je pense que ça, c'était ma plus belle victoire. On sent quand tu le racontes que il y a beaucoup d'émotions, rattachées à cette victoire. Après, bon, il y a eu tellement d'émotions dans cette carrière que je sais pas trop laquelle je préfère, mais ouais, je pense que c'était le mieux. Alors, si on s'arrête peut-être sur cette expérience, juste avant les Jeux, quand on avait échangé avant l'épisode, moi ça m'avait beaucoup intrigué la façon dont tu partageais, ta réaction et comment est-ce que tu avais géré quelque part tout ça. Donc est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en détail, ce qui s'est passé et quel a été ton cheminement, à travers cette blessure? Bah, c'est surtout que j'ai enchaîné les blessures depuis. Ça fait 2 ans et demi que j'enchaîne les blessures et ça, psychologiquement, c'est super difficile de se relever. Après, j'ai un tempérament où j'oublie vite. Enfin, je sais pas si c'est de la naïveté ou je sais pas, mais en tout cas, je passe vite à autre chose. Et je pense que tout ça, c'est aussi lié grâce à mon entourage qui, eux, ils sont là pour me bouger, me motiver quoi, à fond et pas m'apitoyer sur mon sort. Et, euh, et du coup, bah, donc, je me suis blessée juste avant les Jeux Olympiques. Donc ça, déjà, ça a été un gros coup dur, mais j'ai quand même pas cessé d'y croire. Je me disais, bah si, bah toi, à fond, enfin, l'objectif, il est pas si loin. Enfin, t'en étais si proche, et puis là, bah toi, quoi, Manon. Donc après, j'ai eu cette déception des Jeux Olympiques qui a été horrible. Vraiment, je me suis retrouvée toute seule chez moi à pleurer avec ma maman qui était là et qui savait plus quoi faire. Mes parents, ils savaient plus comment m'aider. Et Parce que tu avais quel âge à ce moment-là, quand il y a eu cette blessure? bah, c'était en 2018, j'avais 18 ans, Waouh. 18-19 ans. Et tu préparais les Jeux depuis, un moment déjà, j'imagine? Bah oui, c'est au début, enfin une Olympiade c'est 4 ans. Au début, j'y pensais pas vraiment les 2 premières années, mais la troisième année, j'étais proche d'aller aux Jeux Olympiques. Et puis d'un coup, un jour, tout s'effondre quoi. Du coup, c'était un peu difficile. Bon, bref, ça c'était une petite période de ma petite carrière aussi. Et, euh, et après ça, bah, donc je suis revenue, j'ai fait mon podium en Coupe du Monde. Donc en fait, ça a fait un gros down. Après, je suis montée en gros up. Donc j'étais en haut de la montagne. Et puis je suis partie faire la dernière course de la saison. Et là, je me suis blessée gravement. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à 4 dans un virage. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, je me suis retrouvée bloquée et je me suis prise entre ma copine et les filets. Et j'ai fait comme un scorpion, c'est-à-dire que mes pieds sont passés derrière ma tête. Et ça 2 fois. Bon, bah, entre-temps, c'était pas très glamour, mais j'ai vomi. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et puis, c'est avéré que je me suis relevée. Je me suis dit, bon, bah, ça va pas top. Mais demain, j'irai voir le kiné et puis ça ira mieux.
Donc j'étais dans les Pyrénées, je suis rentrée jusqu'à chez moi, donc j'ai fait 8 heures de bus. J'ai conduit 1 heure et demie. Je galérais un peu à conduire, j'avais un peu mal. Franchement, à la fin du voyage, c'est vrai que euh, de ce que je me souviens, j'avais vraiment mal. J'avais pris un médoc, je m'étais dit, bon, bah vas-y, ça attendra bien demain. Je suis rentrée, je me suis couchée, il devait être 3-4 heures du matin. Et le lendemain, impossible de me lever. Et là, j'ai dit, il y a peut-être un truc qui cloche. Donc j'ai appelé maman et je lui ai dit, tu peux pas venir me voir. Et ma mère, elle est arrivée, elle m'a vue, elle m'a dit, on descend tout de suite aux urgences. Et en fait, c'était avéré que je me suis fracturé 2 cervicales, 2 vertèbres du dos, commotion, luxer l'épaule, enfin la totale. Waouh. Et, là, Ok. et là, je me suis dit, bon, bah, je suis passée à rien de la catastrophe. Vraiment, les Ouais. médecins, ils m'ont grondé fort, fort, fort en me disant que j'étais inconsciente. Mais en même temps, je pense qu'on se blesse tellement souvent et on a tout le temps mal, on a tout le temps un petit truc, enfin, dans ce sport traumatisant, que du coup, bah, tu penses jamais à avoir vraiment une grosse blessure et puis tu prends sur toi. Hmm. Et en fait, bah, Ouais, t'as un rapport à la douleur qui est un peu différent du coup. bah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'était pas le bon choix, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il m'était arrivé un truc comme ça où je m'étais après, je sais plus si c'était 3 ou 4 jours, mais j'avais passé 3 ou 4 jours, je faisais du judo, beaucoup et ouais, peut-être la première année où j'étais en équipe de France, de mémoire, je m'étais cassé un métatarse. Donc tu sais, c'est un des longs os du pied Ouais. et en fait, au bout de 3 jours, je me suis dit: «Non, mais là, j'ai quand même un peu mal au pied», heu et c'est là où c'est voilà, la radio me dit: «Ouais, en fait, c'est cassé là, il vous faut quelque chose». Donc je sais pas si c'est un truc de sportif, mais ouais, c'est vrai que quand tu es habitué peut-être à côtoyer la douleur ou en tout cas, ouais, sans parler de souffrance, mais la douleur, j'imagine que ça tu plus le même référentiel, tu vois? On Ouais, s'habitue carrément. quelque part. Carrément, carrément. Et puis, donc, je me suis retrouvée à l'hôpital et tous les jours, on m'annonçait une nouvelle fracture. Vraiment, au bout de Ah 5 oui, jours, je savais ce que j'avais, quoi. C'était l'enfer. Et après, waouh, suivi des longs mois de rééducation, une blessure classique, quoi. ouais. Enfin, un peu costaud quand même parce que tu as eu Ouais. combien de mois de rééducation en tout? C'était, bah, j'ai fait 3 mois et demi de corset intégral, donc c'est-à-dire que j'avais un Ah corset qui ouais! partait de en haut de la tête, qui me prenait le cou et qui descendait jusqu'en bas du dos. Donc ça, j'ai eu 3 mois et demi ça où bah, j'étais repartie à zéro. Ma maman, elle me nourrissait, mes parents, ils me prenaient la douche. Donc là, tu ravales vraiment ta fierté, quoi. Tu te dis, bon, bah, Mmh. j'ai besoin d'eux pour vivre. Et puis je suis repartie à zéro. Je dormais dans un fauteuil, assise. Oh. J'utilisais tous les médicaments pendant des mois et des mois. Ouais, c'était un gros choc quand même. Et puis encore une fois, bah, j'avais une famille qui me soutenait et qui était là avec moi tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas pleuré, je pense. Et puis ce qui était dur, c'est qu'on m'avait dit au bout d'un mois, t'enlèves ton corset. Donc moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, un mois, nickel, trop bien. Enfin, si c'est que ça, je peux tenir un mois. Sauf qu'au bout d'un mois, moi, je suis allée voir la neurochir et elle m'a dit, bah, t'as même pas fait la moitié. Et là, c'était la douche froide, vraiment. Et elle me disait, et puis t'as pas fait la moitié, mais surtout si t'enlèves ton corset, bah, à tout moment tu meurs parce que j'avais une fracture glissante et que ça me coupait les artères du cerveau et puis c'était fini quoi. Donc là, deuxième douche froide, ma maman qui s'est décomposée et elle a dit, bah là c'est pas cool. Du coup, bah c'était pas facile. Et donc au bout de 3 mois, enfin, j'imagine que quand tu as pu enfin retirer le corset, physiquement, musculairement, ça devait être, tu devais être, complètement au fond là, non? Bah, en fait, enfin, tout le monde m'a dit, ça va être la délivrance quand tu vas l'enlever. Et c'est vrai que quand je l'ai enlevé, bah, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, quoi. J'avais plus Ouais. trop de muscles, j'avais perdu 10 kilos. Euh, du coup, ma tête, elle tombait, donc c'était super étrange. Donc j'avais limite envie de le remettre. Mais bon, par fierté, je me suis dit, non, je peux pas. Et après, je suis partie, du coup, un mois dans un centre où j'ai fait juste euh, la, enfin, du renforcement musculaire profond. C'était pas ultra physique, c'était vraiment de la reprise, essayer de retrouver mes amplitudes du cou, du dos. Parce que vraiment, pendant un mois après le corset, je tournais pas la tête, je pouvais pas regarder quelqu'un à côté, quoi. J'étais un robot. Je suis arrivée au centre de réduc et la plupart des gens qui s'étaient blessés, c'était des genoux. Et moi, ils me disaient, mais tu fais quoi, le robot? Et du coup, j'ai fait ouais, un mois dans un centre. Et après, je suis partie donc, dans une cellule réathlétisation. C'est ce qu'ils mettent en place avec la fédération de ski. Donc, c'est à OK. 2 heures de la maison.
Et puis je suis partie là-bas pendant 12-13 semaines où c'était du sport intensif tous les jours. Du coup, j'ai fait ça ouais, pendant 12-13 semaines. Et après, je suis remontée sur le snowboard. Donc en fait, je me suis Punaise. arrêtée le 1er avril et je suis remontée sur le snowboard au mois de octobre, je dirais. Et tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps pour vraiment revenir au niveau de performance que tu avais au 1er avril? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup parce que j'avais un coach mental et qu'on a travaillé longtemps en amont où vraiment je visualisais mon retour sur la neige et au final ça s'est fait ultra rapidement. J'ai eu peur 10 minutes dans les télécabines avant de monter sur la neige et puis une fois que j'étais sur la neige j'avais déjà oublié. Et du coup bah, ça a été ultra rapide. Au mois de décembre je faisais déjà ma première Coupe du Monde. Du coup Ah ouais, tout c'est s'est enchaîné incroyable. très rapidement et puis j'avais pas d'appréhension. Et de toute façon, je pense que dans mon sport, à partir du moment où tu as de l'appréhension, ça sert plus à rien, quoi. C'est ce que j'allais te demander, ouais, quand tu es passé par une blessure comme ça, où pour le coup, enfin, ouais, clairement traumatisante, heu, tu y repenses quand tu fais ton 1er parcours? Comment ça se passe? Tu as peur de la chute à nouveau un peu plus qu'avant ou Bah, tu il y arrives a, vraiment il à y a oublier? beaucoup de personnes qui, une fois qu'ils se blessent, ils arrivent à revenir de leur blessure parce que bah, si c'est un croisé, tu reviens au bout de 6-7 mois, 8 mois. Mais après, si le psychologique ne suit pas trop et que tu as peur, Ouais, si tu pars et que tu as un petit peu d'appréhension, bah, soit tu vas pas à 100%, ou soit tu es un peu sur la retenue et tu risques de vraiment te faire mal. Du coup, c'est quelque chose que moi je travaille beaucoup avec mon coach mental, bah, du coup en amont, et, euh, et ça me permet vraiment de ne pas avoir peur parce que sinon j'aurais dû arrêter il y a déjà un petit moment de toutes ces chutes. ouais. Ouais, c'est super intéressant la partie, préparation mentale parce que c'est vrai que quand tu en parles au début, j'ai pas voulu t'interrompre, mais on a l'impression que, tu vois, tu nous racontes que, voilà, tu as eu une petite galère, mais bon, tu l'as surmontée et puis voilà, quoi. Mais bon, tu as quand même fait 3 mois de corset, énorme rééducation, c'est pas une petite blessure que tu as eue donc moi, je serais curieux de savoir, tu vois, psychologiquement, comment est-ce que tu dirais que tu es passé par des phases différentes ou dès le début, tu étais déjà en mode, tu vois, c'est dur, mais je vais remonter sur le snow, je vais y arriver, aucun doute là-dessus, quoi. Bah, vraiment, c'est marrant parce que quand je me suis blessée au dos, vraiment, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit que j'allais arrêter. Vraiment pas. Je pense que mes parents, ils pensaient plus que j'allais arrêter que moi, je pensais que j'allais arrêter. Vraiment, moi, j'y avais pas pensé. Enfin, quand ils m'ont dit à l'hôpital, soit on t'opère, on te met des plaques et t'as fini le snowboard parce que t'auras plus la même mobilité et c'est dangereux. Soit on essaye le corset, mais on n'est pas sûr que ça marche. Mais à OK. aucun moment, je me suis dit que ça allait pas marcher. Dans ma tête, c'était impossible. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, avec du recul, je me dis, mais pourquoi tu n'y as pas pensé? Mais là, vraiment, je n'y ai pas du tout pensé. Je dis, bon, bah, va pour le corset. Je dis, bah, voilà, enfin, même pas, je me pose la question. Et, mais par contre, enfin, j'avais dit, va pour le corset, mais quand ils m'ont apporté le corset, j'ai pas compris ce qui se passait. J'aurais dit, mais vous reprenez ça et vous dégagez vite. Ouais, c'est impressionnant comme appareil? Ouais, Enfin, vraiment. comme ouais, Bah, déjà, quand ils me l'ont fait, ça faisait déjà une semaine que je m'étais pas levée et ils m'ont levée pour faire les empreintes. Donc, c'était ouais. déjà du plâtre qui mouille et c'est très chaud. Et bah, là, j'avais déjà tourné de l'œil. Je m'étais dit, waouh, c'est pas cool. Et puis quand il m'a apporté le corset, je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors vraiment pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un corset qui s'arrêtait en dessous du cou. Là, c'était vraiment un corset qui me prenait bah, la mâchoire, qui me serrait derrière la tête. Donc en fait, j'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Et le monsieur, d'ailleurs, si un jour il m'entend, je m'excuse vraiment parce que j'ai été super méchante avec lui. Je pense que si mes parents ils avaient pu se cacher dans un trou, ils l'auraient fait. J'étais super méchante. Donc, je Parce m'excuse. que c'était douloureux quand ils l'ont mis en place? Bah, c'est surtout que je me sentais emprisonnée, impossible de respirer. Je pouvais pas ouvrir la bouche. Donc mes parents, ils étaient allés me chercher à manger. J'aurais dit, mais je peux pas manger votre truc. Genre, j'arrive même pas à ouvrir la bouche. Du coup, j'étais ultra désagréable, mais au final, c'est passé quand même assez vite. Et puis, je pense que c'est un peu comme tout, on se fait vite à tout. On râle au début, mais après, ça Mmh. passe, quoi. Et tu dirais que tu es ressortie différente de cette, blessure et de la période de convalescence qui a suivi?
Ouais, je dirais que bah déjà pendant que j'avais le corset, je me disais plus jamais je me plains, plus jamais de la vie je me plains. Merde, je l'ai enlevé le lendemain, je me plaignais déjà. J'ai vite oublié ça. Et oui, après niveau sportif, sans rigoler, vraiment oui, tu changes ta vision des choses quoi. C'est y a pas enfin t'es toujours content d'aller en entraînement. Bon, et c'est sûr qu'il y a des jours c'est plus difficile que d'autres, mais tu prends vraiment du recul sur plein de choses, sur les courses. Si tu fais une course nasse, tu te dis mais il y a un an de ça, j'étais dans un état pitoyable, tu peux pas réagir comme ça, quoi. Je Hmm. pense qu'on prend quand même pas mal de recul et on grandit par rapport à ça. Waouh. Ça, en tout cas, je trouve, donc ça, c'est arrivé, tu avais 18 ans, hein, tu disais, c'est quand même, tu vois que tu es pu en tirer des enseignements, je trouve que c'est une sacrée preuve de maturité, en tout cas, ouais, en tout cas, je dis souvent ça, c'est rafraîchissant d'entendre un message comme ça, tu vois, parce que c'est vrai que bon, le contexte actuel, par exemple, c'est souvent l'exemple que je prends. On peut avoir tendance à se laisser un peu affecter par tout ce qui se passe autour de nous, mais Mm. je trouve que d'entendre des messages comme le tien, tu vois, où bah voilà, si tu le dis, c'était dur, mais à aucun moment tu as douté, et puis tu en es ressorti plus forte, et aujourd'hui tu relativises. Moi, en tout cas, ça m'énergise beaucoup, donc c'est chouette de te l'entendre dire. Trop chouette. Une autre question que j'avais, c'était si tu veux bien nous en parler spécifiquement par rapport à la préparation mentale. Moi, ça m'intéresse parce que bah, je suis coach certifié en dehors de mon job, et donc je suis curieux de savoir un petit peu sur quoi est-ce que tu as travaillé avec ton coach, en quoi est-ce que tu dirais que ça t'a vraiment aidé, et peut-être même, tu vois, s'il y a des outils que toi tu recommanderais, même si voilà, l'idée c'est pas de faire du coaching en 2 secondes sur le podcast, mais des trucs qui t'ont vraiment aidé d'un point de vue, enfin, tu vois, pratico-pratique, qu'est-ce que tu faisais exactement, quoi. Ouais. Bah déjà avec mon coach mental, c'est souvent un sujet un peu tabou. Enfin, je sais que les athlètes, ils aiment pas forcément en parler. Alors moi, ça me pose aucun souci. Et du coup, on a travaillé plein de choses. En fait, il me met à disposition plein d'outils et puis je prends ce qui me convient, ce qui me convient pas. Ok. On fait beaucoup de visualisation, donc je me visualise avec des émotions que j'ai particulièrement aimées une fois dans ma vie. On écrit pas mal, j'écris pas mal, genre par exemple, j'ai fait une course, ça s'est super bien passé, bah, j'écris un peu ce que j'ai mis en place, ma routine. Comme ça, si je doute un jour, bah, je relis et je me dis, bah, faut que je fasse ci, ça, et puis au moins, j'ai pas mes pensées ailleurs et je pense vraiment à ce que je dois faire. Par exemple, j'écris aussi pas mal sur mes peurs. Des fois, je me dis, là, je stresse à fond sur cette compétition. Donc, j'écris pourquoi je stresse. Et en fait, en le relisant, je me dis, mais c'est nul. C'est infondé, genre, ça sert à rien de stresser pour ça. Hmm. Donc, en fait, des fois, je pense que dans sa tête, on monte au créneau pour pas grand-chose, alors qu'au final, enfin, beaucoup de problèmes ont des solutions, quoi, j'ai envie de dire. Et puis, je fais de la cohérence cardiaque aussi, donc c'est-à-dire que je me pose un moment et je contrôle ma respiration. Et ça me permet aussi de pas mal me canaliser parce que je suis un peu hyperactive. Et, et du coup, bah, donc en fait, on fait plein de travaux mentaux. Et puis, je choisis et puis j'adapte surtout selon la situation, quoi. Ok. C'est intéressant parce que tu as commencé par dire que tu avais pas de problème à dire que tu avais un coach mental, mais que dans certains, voilà, parfois dans le sport, c'était un peu Mm, tabou. Et ça me fait penser à, bah, je crois que tu la connais quand on en avait discuté, mais c'est un peu ce que nous disait Marie-Laure Brunet mm. quand elle était sur le podcast, parce qu'elle maintenant, elle est coach. Ouais. Donc Marie-Laure Brunet, qui est une ancienne biathlète et médaillée olympique, double médaille olympique. Et c'est ce qu'elle nous disait, ouais, que quelque part, c'est un peu une incohérence parce que dans le sport de haut niveau aujourd'hui, physiquement, à peu près tout le monde a le même niveau. Mm. Tu vois, parce que tout le monde a quasiment accès au même niveau d'équipement ou techniquement maintenant, bon bah Ouais. Là, voilà, il n'y a plus grand-chose. Ouais. ouais, exactement. Et que par contre, là où il y a des grosses différences qui peuvent être faites, c'est sur le mental, entre autres. Mm. Et donc c'est intéressant que tu vois, même toi, enfin, t'es encore jeune, je veux dire, t'as déjà, et dans une discipline qui est jeune, il y a quand même cette espèce de notion que la préparation mentale, c'est un peu un truc tabou, quoi. Mm. Ça vient d'où, tu penses d'ailleurs? C'est quoi les croyances qu'il y a associées Je au pense que coaching les gens mental? ils associent préparateur mental un peu à psychologue.
Et Ouais. psychologue, ça n'a pas forcément une image ultra fun. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que les gens, ils ont un peu peur. Ou alors peut-être parce qu'ils veulent cacher leur clé. Je sais pas trop. Après, je vois pas où il y a un Ouais. problème, quoi. Et toi, t'as décidé de prendre un coach mental suite à, enfin, suite à quoi? Tu avais un besoin ou quelqu'un t'en a parlé? Bah moi, Par on m'en avait curiosité? parlé depuis super longtemps et puis je me suis dit bon bah allez je tente. Au début j'étais pas très réceptive parce que bah je sais pas, j'avais peut-être pas l'âge pour ça, enfin j'en ressentais pas le besoin. Donc j'y allais et puis des fois on me demandait de lire des trucs, ça me saoulait. Enfin franchement je pense que la préparation mentale, si toi t'as pas envie d'y aller au fond de toi et que t'as pas envie Mmh. d'essayer que ça marche, ça sert à rien. Mmh. Enfin, vraiment, ça sert à rien parce que moi, j'ai pu faire des années de préparation mentale. Si j'avais pas envie, bah, ça me servait à rien, quoi. C'est plutôt des choses que tu mets en place pour toi et il faut vraiment être impliqué. Donc voilà. Mmh. Clairement. Bon, et dernière question sur la partie mentale. Tu parlais de visualisation. Est-ce que toi, tu t'es créé un ancrage pour les compètes? Est-ce qu'au moment de prendre le départ, il y a quelque chose que tu fais ou que tu te dis ou pour te Bah, conditionner? j'ai essayé de faire un peu l'ancrage. C'est un outil qui m'avait donné aussi mon prep, Ouais. mais je n'ai pas vraiment réussi à le mettre en place. Je l'ai fait deux, Ok. trois semaines et puis après, bah, je passe à autre chose. Ok. Et puis, mais je pense que c'est super bien par contre. Je pense que c'est vraiment un truc à travailler et ça peut être vraiment cool. Après, bah, j'ai souvent la même routine sur les 72 heures avant la compétition. Je fais à peu près les mêmes séances. Euh, et puis j'adapte aussi selon ma forme. Et Ouais. le jour J, bah, je m'échauffe plus ou moins de la même façon. Après, je suis pas ultra perturbée par si je fais pas un échauffement, ça va pas me perturber quoi. Je passe vite à autre chose aussi, encore une fois. Et, euh, et puis dans les starts, ouais, je fais un peu la même chose, mais c'est des trucs un peu basique. Je bouge beaucoup ma board, je me secoue la tête comme ça, je me tape la tête. Voilà. Mais Ok. Ok. Ah, intéressant. Cool. Génial. Bah, écoute, merci pour ces infos sur la façon dont tu te prépares mentalement. C'est toujours intéressant d'avoir bah, le point de vue d'athlète de haut niveau, je trouve. Comment est-ce que tu fais et d'autant plus avec les blessures quand même assez longues que tu as eues, comment est-ce que tu gères ta double vie quelque part, d'étudiante et de sportif de haut niveau? bah, déjà, j'ai la chance d'aller à l'école que avril, mai, juin. Et la première Ah ouais, semaine des partiels, c'est juillet. Souvent, l'hiver, il nous donne un peu de travail. Donc, on a un peu de travail l'hiver, mais c'est pas non plus un truc insurmontable. Ce qui est plus difficile, c'est que dans ma classe, il n'y a pas que des sportifs, il y a aussi des gens qui préparent le monitorat ou des choses comme ça. ok, Et eux, ils arrivent à faire les 3 mois, sauf que moi, j'ai pas 3 mois disponibles. Du coup, j'y vais. Là, j'arrête déjà dans 2 semaines, alors que j'ai commencé il y a 2 semaines. Donc, ça veut dire que je vais faire 4 semaines, 5 max, et que les autres, ils vont continuer à aller à l'école parce que c'est quand même condensé, donc ils vont quand même pas mal travailler. Et que moi, je vais reprendre les stages, et c'est un peu compliqué de reprendre les stages. On est fatigué et de devoir rattraper un peu le soir. Après, j'ai quand même des collègues qui sont dans ma classe qui vont m'aider. Et puis je me mets un coup de pied aux fesses en rentrant le soir. Je me dis, bon bah voilà, là je suis sur ma dernière année, je veux pas lâcher comme ça quoi. la détermination même dans les études, c'est beau. Non, 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 on peut pas dire ça non plus. Cool. Et du coup, si on se projette un peu plus, est-ce que toi, t'envisages déjà la suite, tu vois, à travers des études, une fois que le snowboard cross sera derrière toi? Alors, là, je finis au début juillet. Je sais que je vais pas reprendre les études au mois de septembre parce que bah, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent très rapidement. Donc, pas du tout envie. Et du coup, je vais voir après si je fais une licence ou pas, peut-être l'année prochaine. Je sais pas trop encore. Et puis, le truc, c'est que moi, j'ai toujours rêvé de travailler dans les soins, les Ok. urgences, tout ça, et que c'est pas du tout compatible avec mon sport. Donc je sais pas trop si après ma carrière je vais me relancer là-dedans ou partir plus avec mes sponsors actuels, travailler dans le marketing, enfin je sais pas trop, mais je sais que j'aime beaucoup de choses et que c'est pas impossible que je reprenne mes études après ma carrière, même si Hmm. j'ai pas 30 ans quoi. Ok.
Et l'âge moyen dans ta discipline, c'est quoi à peu près? Ça dépend. Là, par exemple, il y a une fille qui est dans le top 5 mondial qui a 34 ans. Ah ouais, Ouais. ah ouais, ok, Après, ok, pas dit que j'aille jusqu'à là, mais peut-être que j'irai aussi jusqu'à là. Je pense que le jour ouais, où j'arrêterai, c'est le jour où je ferai plus rien, quoi. Je pourrais pas continuer à juste être à regarder mon sport, quoi. ouais, 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 Je ok, vais être actrice de mon sport. ouais. Et ben justement, en parlant d'être actrice de ton sport, quelle est la prochaine grosse échéance? Et bon, tu l'as dit, c'est les Jeux. Comment est-ce que tu t'y prépares? De quoi est-ce que tu as hâte? Alors, bah, pour le moment, c'est proche. Enfin, c'est au mois de février. Mais en même Mmh. temps, c'est tellement loin et je vais passer par tellement de choses avant que j'ai pas plus envie de m'y projeter que, OK. que ça. Je sais que pour le moment, là, je suis à l'école et que j'ai pas envie de me mettre enfin, j'ai pas envie de me dire, vas-y, je me mets à travailler à fond. Maintenant, je fais 3 séances par jour alors que je suis à l'école et faire un burn-out au début Mmh. décembre, quoi. Je sais que ça m'est déjà arrivé, bah, notamment après ma blessure où vraiment j'ai pas arrêté du coup de faire du sport et que je suis arrivée à la fin de la saison, j'en pouvais plus. J'attendais qu'une chose, c'était de tout arrêter et partir en vacances. Et j'ai pas du tout envie de ça. Du coup, je me laisse encore 2 semaines et dans 2 semaines, je vais reprendre. Bah là, j'ai déjà repris le sport, mais là, je suis à une séance par jour, plus du renforcement, mais rien de ouf. Et j'attends encore 2 semaines et après, je vais monter crescendo. Et puis les Jeux Olympiques, j'y penserai au début de la saison et pas tout de suite. Et en termes de quand tu dis que tu vas monter crescendo, au pic de l'entraînement, ça ressemblera à quoi une semaine classique? Et puis de l'entraînement, bah, c'est quand on est en entraînement, donc on est au centre national d'entraînement, donc c'est à Albertville. Et là, bah, on commence le matin à 8h et on finit le soir à 16-17h. Et puis on enchaîne muscu, course à pied, bondissement, VTT. On fait plein de sports différents. C'est ça qui est chouette aussi. Ouais, c'est intéressant ça. Et c'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce que vous faites plusieurs sports différents? Bah, par exemple, on va faire du vélo parce que tu vas travailler aussi l'engagement. Ah Tu ouais. vas être à fond dans la montée et 2 secondes après, tu vas être dans la descente. Donc, il va falloir être lucide. Et ça ressemble quand même pas mal à notre sport. La musculation, bah, pour prévenir des blessures et puis être costaud, quoi. L'endurance parce que bah, faut arriver à tenir 1 minute 40 dans un border à fond. Du coup, on fait plein de choses différentes. On fait du skateboard aussi, de la pump track, c'est les nouveaux trucs à la mode. C'est des parcours en béton avec des mouvements de terrain. Et du coup, on en fait en Ouais. skate, pas mal. Et OK. vraiment la mode, il y en a un peu de partout maintenant. Comment ça s'appelle, tu dis? Une pump track. Pump track. OK. Donc, ça existe en vélo aussi. C'est des parcours avec des mouvements de terrain. Du coup, ils font ça maintenant en béton et pour le skateboard. Du coup, on va faire plein de sports et ils sont tous complémentaires et c'est quand même assez chouette de faire plein de trucs différents parce que sinon, Mmh. on classe quand même rapidement. Et il y a une notion de poids dans le snowboard cross? Tu dois surveiller ton poids? Bah, j'ai envie de dire, plus t'es lourd et mieux c'est. C'est que tu vas un peu plus vite. Après, Ouais. t'as beau être lourd, mais tu bouges pas, ça sert à rien non plus. Donc, en fait, faut trouver le compromis où t'es assez lourd, mais t'es musclé et t'es tonique, quoi. Ouais. OK. Ouais. Et moi, je suis pas très lourde, par contre. Et je compense par autre chose. La tonicité. Ouais, un peu plus. Cool, ouais. Ouais, je me demandais s'il y avait, tu vois, s'il y avait vraiment une recherche de prise de poids ou si c'était, on va dire la cerise sur le gâteau, Bah, tu vois? c'est un Si tu peu à arrives à double prendre un peu de tranchant, poids, quoi. Tu peux prendre des ouais, kilos, mais après être plus du tout tonique. Mais ouais, là, j'y arrive très bien. OK. Mais il y a pas de notion de peser ou quoi que ce soit, non du Ouais. tout, hein? OK. OK, OK. Je peux manger des hamburgers. C'était la question cachée, bien vu. Cool, excellent. Génial, je surveille l'heure parce que je sais que tu as un autre rendez-vous juste après. Bah, écoute, ouais, peut-être, on a déjà pas mal tourné sur ta discipline. Peut-être que toi, tu pourrais nous dire, tu vois, de façon générale, entre,
la Manon d'aujourd'hui qui aborde du coup ses deuxièmes jeux, mais en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Les premiers, tu vas pouvoir prendre le départ, et la Manon qui, tu vois, passer ses flèches en vitesse pour vite pouvoir avoir accès au snowboard cross. Comment est-ce que tu as évolué, toi? Bah, avant, déjà, je faisais vraiment ça pour la compétition. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'étais tellement insouciante. Je faisais ça parce que j'aimais faire du sport, quoi. Et j'avais pas du tout de but de médaille olympique. J'avais pas du tout ce Ouais. rêve-là. Que là, maintenant, je mets des choses en place pour pouvoir y arriver, alors qu'avant, j'allais au feeling, quoi. Pas de souci. Et par contre, la Manon d'avant et la Manon d'aujourd'hui, elle a pas non plus beaucoup changé. Elle est toujours aussi speed, elle est toujours aussi relou. Non, non, elle a pas beaucoup changé, mis à part que bah, je prends un peu plus conscience des éléments extérieurs de mon entourage et je vais moins la tête dans le guidon comme j'aurais pu le faire avant, quoi. Hmm. Une approche plus structurée et organisée, Ouais, j'ai l'impression. carrément. Ouais. Bah écoute, on arrive au bout. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de peut-être de partager le mot de la fin ou quelque chose que voilà qui te tient à cœur, que ce soit par rapport à ta discipline ou pas, ta vie de sportif peut-être. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre? Bah, j'ai envie de dire un truc, mais bon, je pense que tout le monde peut le dire. Bah, Vas-y, vas-y. t'as des rêves, va au bout de tes rêves et puis donne-toi les moyens et puis tu regardes pas le regard des autres et tu fonces et puis ça passe ou ça casse, mais au moins tu auras zéro regret, quoi. C'est quelque chose que toi t'appliques à toi-même parce que c'est vrai que tu vois, tu viens de le dire, c'est quelque chose que tout le monde dit, mais comment toi t'arrives cet état d'esprit à le mettre en place pour de vrai dans ton cas de figure? Ouais, de plus en plus. Je pense qu'au début, forcément, je regardais un peu le regard des autres. Je suis rentrée, enfin, j'étais à la Fédé, je m'étais fait un Instagram, je mettais des photos, je mettais plein de photos parce que ça me faisait plaisir, mais forcément, il y a toujours des gens qui peuvent juger ou quoi, et ça pouvait m'atteindre à l'époque, mais maintenant, je fais vraiment tout comme j'ai envie, et puis si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et je me prive pas du tout, et puis je me dis que la vie, elle est aussi trop courte et que, enfin, faut profiter, et puis si ça marche pas, bah, on fera autre chose et puis les gens ils oublieront et c'est pas très grave, quoi. C'est clair, ouais, écoute, très beau message en tout cas. Bah moi je suis d'accord avec toi et puis ça fait plaisir de, encore une fois, de l'entendre et t'as la patate quand tu le dis et on sent que voilà, euh, tu fonces et tu n'écoutes que toi et c'est aussi, je Et trouve, j'écoute mes un beau parents aussi message. encore. C'est bien. Cool, super. Bah écoute, un grand merci Manon, merci beaucoup pour ta dispo, merci de nous avoir ouvert un petit peu les portes de l'univers du snowboard cross et de nous avoir partagé ton parcours, c'était super intéressant. Bravo en tout cas pour ce que tu as réussi à faire depuis. Et puis écoute, je mettrai en description tous les liens pour qu'on puisse te suivre d'ici les Jeux. Et puis on va croiser les doigts pour que tout se passe comme tu le souhaites. Et ben merci à vous de m'avoir écouté et merci à toi Louis, c'était trop chouette. Génial, merci Manon. Ciao.